Donc la parasexualité bactérienne, c'est un peu un terme en fait un peu abusif, parce qu'on ne peut pas franchement parler de sexualité au niveau bactérien, comme on parle de reproduction sexuelle chez les eucaryotes, mais en fait les bactéries n'ont pas besoin de ça pour se reproduire. Elles se reproduisent par reproduction conforme, ce qu'on appelle la scissiparité, voilà. Mais par ailleurs, on sait que les bactéries, qui sont quand même le fruit de plusieurs milliards d'années enfin, 3 milliards d'années d'évolution, hein, beaucoup plus que les cellules eucaryotes, enfin en tout cas les cellules mammifères, elles ont pu, au cours du temps de l'évolution, bien développer des systèmes de variabilité des génomes. Donc, pour en revenir au sujet sur lequel vous aimeriez travailler, hein, on a vu combien la réplication, les mécanismes de la réplication étaient capables d'assurer la stabilité du génome. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment eh bien, ce génome peut être capable, peut-être modifié de manière acceptée par les bactéries. Ce n'est pas des accidents, comme on a pu souvent le dire. Non, pour qu'une espèce survive, que ses descendants survivent, eh bien, il faut qu'elle puisse s'adapter aux variations de l'environnement. Et ça nécessite eh bien, des variations, des protéines exprimées, des enzymes exprimées. Bref, il faut à un moment donné que le gène puisse changer. Donc, l'évolution, c'est toujours le produit d'un équilibre entre beaucoup de stabilité et un petit peu de variabilité. Sinon, les espèces ne peuvent pas évoluer. Alors, donc, le cours d'aujourd'hui va surtout essentiellement développer la conjugaison bactérienne. Alors, on verra comment elle a été mise en évidence. Ça peut être l'objet d'exercices, d'études de documents. Sur quels mécanismes, quels sont les mécanismes qui assurent justement le déroulé de cette conjugaison bactérienne. Et puis ensuite, on verra rapidement quelques applications. Alors, en termes d'introduction, eh bien, il faut rappeler que les bactéries, justement, les génomes peuvent être modifiés, hein, peuvent accepter un certain nombre de modifications en dehors de tout ce qui est mutation et système de réparation. Alors, on en avait déjà parlé en début d'année sur les, euh, les trois types de transferts horizontaux. Hein, vous vous souvenez, hein, transferts verticaux d'informations génétiques, il s'agit essentiellement de la division d'une génération à une autre génération, division conforme ou alors une division un peu modifiée par la sexualité, justement. Et puis, à côté de ça, vous avez des transferts horizontaux qui sont transformation, conjugaison et transduction. Alors, juste un bref rappel sur ces trois mécanismes, ces trois phénomènes, on va dire. La transformation, il s'agit juste d'une libération d'ADN dans l'environnement. Cet ADN peut se fixer à la surface. Cet ADN peut se fixer à la surface d'une bactérie et ensuite être internalisé d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on utilise en génie génétique. Là, vous imaginez l'ADN qui va se coller, vous vous souvenez, il est chargé négativement, la surface de la cellule porte des charges positives en partie. Il y a du calcium qui peut faire le lien. Non, pardon, il y a des charges négatives aussi, mais il y a du calcium qui peut faire le lien entre les charges négatives, les LPS à la surface de la bactérie, et puis l'ADN. Et puis, à un moment donné, puisque ces bactéries sont capables de se diviser, eh bien, leur paroi est fragilisée, leur membrane est fragilisée, et au bénéfice d'une division, eh bien, l'ADN peut pénétrer à l'intérieur de la cellule. C'est ce qui est représenté ici. Et puis, on a vu que les systèmes de réparation qui sont actifs chez toutes les bactéries, parfois, peuvent réparer leur ADN par recombinaison. Et dans ce cas-là, eh bien, vous avez une partie du nouvel ADN là, qui peut jouer le rôle d'un ADN d'un ADN donneur.
Vous avez vu, on a vu un peu ça dans le cadre de CRISPR. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Mais, et donc, dans ce cas-là, quand la bactérie a besoin de réparer son ADN, elle va utiliser de l'ADN qui est rentré dans son cytosol pour l'intégrer. Alors, c'est un phénomène rare, évidemment, mais quand vous avez dans une colonie plusieurs milliers de bactéries, plusieurs millions, dans une population bactérienne de l'environnement, vous avez cet ordre-là, plusieurs millions, plusieurs milliards de bactéries. Eh bien, si vous avez un événement de recombinaison qui est de l'ordre d'une fréquence de 10 puissance moins 7, 10 moins 8, eh bien, vous avez parfois des bactéries qui intègrent de l'ADN étranger. Donc là, c'est juste pour vous montrer que les systèmes de réparation, par leur capacité à faire de la recombinaison, sont capables d'intégrer de l'ADN étranger, voilà, et produire comme ça ce qu'on appelle des bactéries recombinantes. Alors, avant d'aborder la conjugaison, disons deux mots de la transduction qu'on avait vu quand on avait abordé les phages. Certains phages, comme le phage lambda, qui est au programme, eh bien, peuvent infecter des bactéries et puis parfois intégrer un peu de l'ADN bactérien qu'ils ont lysé dans leur capside. Vous vous souvenez, la capside est plus ou moins grande, elle est capable d'intégrer une partie de l'ADN. Alors ça ne se fait pas aussi simplement que ce qu'on voit ici sur le schéma. Vous vous souvenez, l'ADN du phage lambda peut s'intégrer au niveau de séquences de recombinaison, sites spécifiques. Et puis quand il va passer en lysogénie, il va sortir de l'ADN de la bactérie avec un peu de l'ADN de cette bactérie. C'est un événement rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, il va infecter une autre bactérie, il va faire passer de l'ADN. Donc, ça revient ici à avoir une bactérie donneuse qui est lysée, hein, qui disparaît finalement, mais son ADN n'est pas totalement disparu puisqu'il peut être intégré dans une bactérie receveuse, surtout si cette receveuse, elle fait de la lysogénie. Donc, en cas de lysogénie, eh bien, vous avez une bactérie receveuse qui va intégrer de l'ADN de phage. Voilà. Ça, c'est un peu les cas extrêmes. Et puis, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la conjugaison. Alors, la conjugaison, c'est un autre système, on va le voir, qui fait passer de l'ADN d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse. Et on verra que la bactérie donneuse, elle possède un plasmide, un ADN qu'on appelle le facteur F, qui est capable de coder qui est capable de construire des piliers qui attirent la bactérie receveuse vers la donneuse, de construire un pont cytosolique entre les deux cellules qui fait passer l'ADN de la donneuse vers la receveuse. On va parler de manière complètement abusive et anthropomorphique d'une bactérie mâle et d'une bactérie femelle. Voilà. Alors voilà, j'aime pas trop cette analogie. On va faire parler de bactéries donneuses et receveuses, mais on va dire qu'au XXe siècle, on parlait encore de manière un peu anthropomorphique des bactéries avec des mâles, entre guillemets, des femelles. Et on avait ici une histoire d'imaginer une espèce de cylindre pilisexuel entre les deux bactéries. Ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que les deux bactéries sont accolées, qu'il existe un pont entre les deux cytosols. Une espèce de fusion entre les parois et les cytosols. Voilà. Voilà. Et puis au final, eh bien, vous avez une bactérie recombinante qui, elle, a intégré de l'ADN. Alors on verra les modalités, comme vous avez vu. Si vous avez eu le temps de regarder le cours, eh bien, vous avez dû voir qu'en fait, il y avait deux grandes modalités de passage d'ADN de la donneuse vers la receveuse, et que ça met en jeu un facteur F, un plasmide F. Alors comment ça a été mis en évidence? Alors il faut juste retenir comment ça a été mis en évidence, les expériences de Lederberg et Tatum dans les années 46, juste à la sortie de la guerre 39-45 est intéressante, parce que là, on travaillait avec des bactéries qui étaient polyoxotrophes. Alors, voilà, une souche A. C'est vraiment intéressant, ça, au niveau de la démarche scientifique, parce qu'on peut retrouver ça dans des exercices. Il faut juste avoir compris le principe. Imaginez une souche A qui est, donc là, ici, elle est oxotrophe pour
la tréonine et la leucine. Elle a besoin qu'on lui apporte de la tréonine et de la leucine. Elle n'est pas capable de les synthétiser, ces deux acides aminés. En revanche, elle est capable de produire de la biotine, de la méthionine et de la thiamine, qui est un précurseur de vitamine. En tout cas, cette bactérie, elle ne peut pas cultiver dans un milieu minimum. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, si vous la mettez sur milieu minimum, eh ben, elle ne peut pas cultiver puisqu'il lui faut absolument lui apporter de la tréonine et de la leucine. La souche B, elle est polyoxotrophe aussi, mais cette fois-ci pour la biotine, la méthionine et la thiamine. Vous la mettez sur milieu minimum, pareil, rien du tout. Okay, aucune bactérie, aucune bactérie. En revanche, quand vous les mélangez, ces deux bactéries, dans un milieu de culture, et puis, milieu de culture, mais dans de l'eau, hein, tout simplement, et puis vous les étalez sur un milieu minimum, et là, eh bien là vous obtenez, aux merveilles, des colonies. Alors, si elles ont cultivé, c'est qu'elles sont forcément prototrophes. Tréonine, leucine, biotine, méthionine plus, thiamine plus. Ça veut dire qu'elles sont capables de synthétiser ces différentes biomolécules et précurseurs, et on n'a pas besoin de les apporter comme par facteur de croissance. Alors en quoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, au niveau statistique, il est impossible pour des bactéries de redevenir prototrophes uniquement par mutation. On atteindrait, puisque la mutation au mieux, elle est de 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 8, c'est des mutations reverses. Alors imaginez que l'opéron tréonine ici, il a une mutation sur son promoteur, et parmi les descendants, ben, vous avez des mutants qui redeviennent actifs. Bon, on pourrait l'imaginer pour redémarrer un opéron, et encore, mais pour de là à l'obtenir pour 2, voire pour 3, et encore plus, pour 6, c'est juste voilà, c'est impossible. Donc la seule façon d'expliquer le fait qu'on observe des révertants qui deviennent de la polyoxotrophie, qui redeviennent prototrophes, eh bien, c'est forcément le passage d'ADN de caractère d'une bactérie à l'autre, ou en échange entre les deux, ça, on n'en savait rien. Alors, plus tard, les Davis, dans les années 50, donc 4 ans plus tard, a mis en évidence le fait qu'il y avait besoin d'un contact entre les deux bactéries pour pouvoir obtenir des prototrophes. Donc, il a refait exactement la même manip, mais cette fois-ci, il a essayé, il a fait passer du milieu de culture d'une cellule, enfin, de la souche A vers la souche B, c'est-à-dire que même l'ADN pouvait passer, hein, c'était un verre frité donc qui arrête les bactéries mais qui n'arrête pas l'ADN. Eh bien, même si l'ADN peut passer du bleu vers le rouge ici, du rouge vers le bleu, eh bien, ça ne marche pas. Bon, ce genre d'expérience qui montre qu'il ne se passe rien, finalement, c'est jamais très percutant en termes d'argumentation. Voilà. Alors, il y a eu d'autres manips qui ont été faites plus tard, dans les années 5, toujours en 1950. Hayes a reproduit les manips de Tatum et Lederberg, mais cette fois-ci en ajoutant d'autres caractères. Donc, les manips sont un petit peu plus compliqués. Et cette fois-ci, on travaille avec des souches A, donc les mêmes, souche B, les mêmes que celles de Lederberg et Tatum, mais en plus de ça, il avait rajouté un caractère de résistance à un antibiotique. Donc la A, elle est résistante à la streptomycine, ok, et la B, elle est sensible à la pardon. Et vous avez oui, alors il a oui, excusez-moi. Il a fait des souches A résistantes à la streptomycine, souche B sensible à la streptomycine, et d'autres souches, vous avez la A qui est sensible cette fois-ci à la streptomycine et la B qui est résistante à la streptomycine. Il les a mélangées, il les a étalés sur du milieu minimum, donc dépourvu de tous ces facteurs de croissance. Et puis il s'est rendu compte que uniquement sur le milieu, quand vous aviez un milieu sans streptomycine, concernant le passage souche A, souche B, vous aviez uniquement culture sur le milieu sans streptomycine. Donc, milieu sans streptomycine,
Ça veut dire que la souche B pouvait cultiver. Voilà. Or, si la souche B, elle peut cultiver, c'est forcément qu'elle a pu obtenir les, les trois caractères qui lui manquaient de la souche A. OK. Dans l'autre sens, eh bien, on avait culture dans les deux milieux. Donc, la souche B, ben, elle était de toute façon, la souche A était résistante à la streptomycine. Sur un milieu sans streptomycine, elle pouvait cultiver. Et milieu avec streptomycine, elle pouvait cultiver aussi. Okay, donc, c'est l'expérience 2 ici qui montre qu'en fait, eh bien, vous avez forcément passage des caractères de l'ADN de la souche B vers la souche A, si je ne me trompe pas. Voilà, à revérifier. Ensuite, ça a été confirmé par d'autres expériences un peu plus complexes que je ne détaillerai pas ici. Mais tout ça pour montrer que les expériences, ces trois types d'expériences, donc Lederberg et Tatum, Davis et Hayes, dans les années 50, retenez juste ça, ont permis de montrer que, de l'ADN des bactéries pouvaient échanger des caractères de type métabolique, voilà, que cet échange se faisait nécessairement par contact entre bactéries, et troisièmement, que cet échange se faisait de manière directionnelle, d'une donneuse vers une accepteuse. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel. Et on ne vous demandera pas de redonner, de réexpliquer ces manips. En revanche, il est possible que vous ayez ce genre de résultats à analyser. Pas les dernières, là ça, c'est trop compliqué ici. Mais jusqu'aux expériences de Hayes, là, c'est de l'ordre, voilà, c'est du programme, c'est de la logique. Voilà. Il faut savoir ce que c'est que le caractère prototrophe, auxotrophe, hein, qu'on a déjà vu en cours. Voilà. Alors continuons l'expérience. Un peu plus tard, les microbiologistes et en particulier les équipes François Jacob à Paris, à l'Institut Pasteur, a pu mettre en évidence l'existence d'un plasmide particulier, donc un énorme plasmide qu'il a appelé le facteur F. F pour je ne me souviens plus. Le facteur de recombinaison, mais ce n'est pas F pour facteur, hein, c'est voilà, bref, peu importe. Ce facteur F, ce plasmide, c'est un plasmide de très grosse taille, plasmide de conjugaison, donc conjugatif. Ils avaient déjà nommé le terme de conjugaison. Donc le plasmide conjugatif, le facteur F, fait 94 500 paires de bases, 94 kilobases, c'est beaucoup. Et voici sa structure. Donc les bactéries donneuses, hein, les Escherichia coli donneuses d'ADN, possèdent toutes le facteur F. On verra sous quelle forme, mais le facteur F, il est représenté ici. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce plasmide en dehors de sa taille? Eh bien, qu'il possède une origine de réplication. Donc ça, c'est comme tous les plasmides, vous vous souvenez, les plasmides, ce sont ces molécules d'ADN double brin qui sont capables de se répliquer de manière autonome. Eh bien là, vous avez l'exemple avec Orivé. Puis vous avez aussi une origine de transfert. On verra quel est alors à partir de laquelle l'ADN peut être répliqué et transféré. Et puis surtout, vous avez un opéron important de 33 kilobases qui contient une vingtaine, 23 gènes de transfert, hein, qui sont capables de répliquer l'ADN, de le faire, de construire les piliers sexuels, de construire le pont cytoplasmique entre les deux bactéries, stabiliser l'ADN monobrin quand il est répliqué, le faire passer dans la cellule receveuse, dans la bactérie receveuse. Et puis on verra aussi qu'il y a des séquences d'insertion, insertion sequence. Alors là, ici, vous en avez 3 qui sont représentés, mais il peut y en avoir plus.
et puis un transposon, un élément transposable qui intervient, on va dire, dans le transfert, mais dans la réplication, mais qui n'est pas, que je ne vous demande pas de connaître. Alors, ce qu'il faut connaître, voilà, c'est un plasmide. Il est capable de se répliquer, il est capable de se transférer. Il a une origine de transfert. Cette origine de transfert, elle est en fait, elle est prise en charge par les nombreux gènes qu'on va trouver sur l'opérontra, hein, qui possède 23 gènes sur une distance de 3,3 kilobases. Voilà, c'est important. Et puis des séquences d'insertion qui permettent à ce plasmide parfois de s'intégrer dans le plasmide dans le chromosome bactérien de la cellule, enfin le chromosome de la bactérie. Voilà pour les principales caractéristiques de ce plasmide. Je ne sais pas être trop décalé par rapport au cours. Avant de voir le mécanisme de réplication, voilà les propriétés de ce plasmide. Alors, il se propage de façon épidémique et indépendante. Donc, épidémique, de proche en proche, on va dire, rapidement, et indépendamment du chromosome bactérien. C'est-à-dire qu'une bactérie peut être F+, elle va pouvoir transférer son ADN, mais pas forcément, non, en général, pas avec son chromosome. D'ailleurs, les cellules filles ne sont pas forcément toutes F+. Il y a différents types de croisements entre des F+, donc qui possèdent le facteur F, et des bactéries qui n'en possèdent pas. Quand on les met en contact des F+, avec des F-, eh bien, 50% des F- sont devenus F+. Contamination à 50%. La moitié de la population est devenue F+, ce qui est important. Donc, très grande fréquence de propagation. Il ne faut pas dire... On verra tout à l'heure des fortes fréquences de recombinaison. Là, on parle d'une forte fréquence de propagation, de transfert, on va dire, de ces facteurs. Et la bactérie qui est F+, qui a donné son ADN, son facteur F, elle reste F+. On verra comment. Et parfois, les bactéries peuvent perdre ce facteur F. Une F+, peut devenir F-. Alors attention au terme, là, le phénomène de réplication-transfert, on verra comment ça joue. On avait déjà vu la réplication par rolling circle, cercle roulant. Et puis juste avant de commencer plus en détail le mécanisme, on va juste définir le terme de conjugaison. Hein. La conjugaison bactérienne, c'est un processus qui nécessite un contact préalable et un appariement entre bactéries de sexes différents. On va dire plus précisément hétérotaliques, hein, qui ont il s'agit d'un transfert génétique hétérotalique, donc qui ont des molécules d'ADN différentes, avec la formation d'un pont cytoplasmique, permettant un transfert génétique, dont celui du chromosome. On verra que certaines bactéries, ça concerne certaines bactéries, les souches HFR, peuvent transférer une partie ou la totalité de leur chromosome. Alors, le facteur F, qu'on appelle aussi plasmide conjugatif, permet la synthèse de pili sexuelle chez la bactérie donneuse, qui donne la polarité au transfert, qui est unidirectionnel, donc transfert unidirectionnel et orienté. Voilà, et ça nécessite un certain temps. OK. Donc, pour expliquer un peu comment ce plasmide est transféré, eh bien, voilà les schémas, les différents types de croisements qu'il faut connaître. Croisement d'une bactérie F+, qui possède le facteur F, vers une bactérie F-. Alors, vous avez ici un facteur, une bactérie F+, une bactérie F-. La bactérie F+, réplique son facteur F de manière monobrin par le mécanisme de rolling circle. Le brin passe par le pont cytoplasmique de la bactérie F+, vous voyez ici c'est pilisexuel, hein, vers la bactérie F- qui ne possède pas de pilisexuel. Et puis l'ADN passe de la F+ vers la F- qui devient F+. Une fois qu'elle a intégré le facteur F, elle va être capable à son tour de produire ces fameux pilisexuels. Voilà. Et elle deviendra une F+, capable de contaminer d'autres F-. La F+, elle restera F+, ou parfois elle perd son facteur F et elle redevient F-. Ça peut arriver. Voilà.
Oui, juste j'ai oublié de vous dire que voilà, le rôle des facteurs F, des pili sexuels, c'est de entrer en contact entre 2 bactéries. Voilà. Ici, vous avez, la première phase où on voit une bactérie mère qui va donner 2 bactéries filles identiques à la mère, avec chacune un facteur F. Donc là, ce qu'on met en évidence, c'est, ce qui est mobilisé ici, c'est l'origine de réplication, qui permet de répliquer le facteur, donc ORIV, qui permet de répliquer le facteur F. Et puis là, ce qui est mis en évidence, c'est l'origine de transfert ORIT, qui permet de transférer le monobrin du facteur F. Vous m'arrêtez s'il y a des choses qui vous semblent un peu compliquées. N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je ne sais plus où en est mon auditoire, là, si j'en ai encore un. Mais n'hésitez pas en tout cas. On viendra après sur les facteurs F et HFR. Alors, juste ici, pour vous rappeler ce que c'est que le rolling circle, vous vous souvenez? On ne voit pas trop bien là, la totalité. Ah oui, je vais essayer de… Là, le document sur lequel je travaille, c'est le document que vous avez dans la Dropbox, que j'ai renommé 2019-2020. Je fais quelques toutes petites modifications. Mais c'est toujours du Word, donc vous pouvez exploiter les images. Voilà, donc juste pour vous rappeler le rolling circle, vous avez un ADN double brin circulaire, une petite incision ici, qui est le produit d'une enzyme codée par l'opéron TRA pour transfert, donc une incision sur un des 2 brins. Vous avez ici une ADN polymérase qui va synthétiser, qui va lire l'ADN et synthétiser le brin complémentaire. Et le brin intérieur ici sert de matrice. Et la polymérase, vous vous souvenez, l'ADN polymérase 3, elle est capable, elle, de synthétiser de l'ADN, mais aussi de dégrader l'ADN qui est devant elle. Donc elle va hydrolyser l'ADN qui est devant et elle va produire de l'ADN, donc toujours de 5' vers 3'. Alors là, on ne voit pas bien, mais vous avez une incision, elle va produire de 5' vers 3', elle va dégrader l'ADN qui est devant elle et produire de l'ADN nouveau. Voilà. Et elle va faire comme ça plusieurs fois le tour de l'ADN matrice du centre. Au final, cet ADN central reste la matrice. L'ADN polymérase 3 a produit de l'ADN monobrin, et puis une autre polymérase, je ne sais plus si c'est la polymérase 3 ou une autre, va synthétiser l'ADN complémentaire. Voilà. Et vous allez avoir comme ça de l'ADN complémentaire qui va être exporté. OK. Donc un ADN qui peut quitter la bactérie et aller rejoindre une bactérie qui a été liée à elle par pont cytosolique. Alors, je ne reviens pas sur les caractéristiques de la conjugaison, on en a déjà parlé, autotransférable, spécifique, différenciation sexuelle entre une donneuse et une receveuse. Le contact nécessite des pili sexuels. Alors, on verra qu'il ne peut pas y avoir de contact entre 2 F+, parce que vous avez des protéines qui empêchent, qu'on appelle des inhibitions de contact. 2 bactéries F+, ne peuvent pas rentrer en contact, ou en tout cas très très peu. Ouais, c'est toujours des statistiques, évidemment, mais il ne peut y avoir contact qu'entre des bactéries F+, et des bactéries F-. Le transfert d'ADN se fait de manière unidirectionnelle et progressif. Et ensuite, on verra que les caractères transmis bien, peuvent varier en fonction qu'il s'agisse d'un croisement F+, F-, comme je viens de vous le présenter là. Donc, ah oui, c'est l'ADN polymérase 3. Donc, chaque cellule possède une copie du plasmide. Au final, je vais sur le bilan. Et puis ensuite, on verra sur le bilan à la fin, vous avez aussi des croisements HFR, F-. Alors, qu'est-ce que c'est que des bactéries HFR? Hayes et d'autres scientifiques avaient pu montrer dans les années 50 que certaines de ces bactéries conjugatives présentaient une haute fréquence de recombinaison. Et non pas une haute fréquence de propagation, une haute fréquence de recombinaison. C'est-à-dire que certains caractères, certaines souches F-, recombinaient non seulement elles présentaient des gènes qu'on trouvait sur le facteur F,
Mais en plus, elle présentait des gènes qui venaient de la bactérie donneuse. Donc imaginez, là encore, des bactéries, donc on revient au manip de Lederberg et Tatum, des bactéries qui étaient polyoxotrophes, donc on va dire qu'ils sont thiamine moins, biotine moins, elles deviennent biotine plus, thiamine plus, parce que la donneuse possédait ces deux gènes. Alors, comment expliquer ça? Et elle présentait ces caractères avec une haute fréquence. C'est-à-dire que dans la population qui était la population qui était initialement F-, qui acquiert ces deux caractères, elle les acquiert avec une très très grande probabilité. Voilà. Et cette probabilité, donc cette haute fréquence de recombinaison, eh bien, on a pu l'expliquer qu'en considérant que le facteur F pouvait s'intégrer à l'intérieur du chromosome. Donc, on a repéré des séquences d'insertion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le plasmide ici, le facteur F, au niveau de ces séquences d'insertion, peut s'intégrer dans l'ADN, vous vous souvenez, hein, par principe de recombinaison site spécifique, on en avait parlé au début d'année. Et là, vous avez un plasmide qui était facteur F, qui peut pénétrer à l'intérieur de l'ADN chromosomique et devenir épisome. Voilà. Notre chromosome initial de la bactérie devient un chromosome de type HFR, puisqu'il possède à l'intérieur de sa molécule d'ADN double brun circulaire, eh bien, il possède l'intégralité du facteur F. Le facteur F, vous voyez que son origine, il peut s'insérer à différents niveaux, et puis il possède une origine de transfert. À partir de cette origine de transfert, eh bien, il peut être répliqué par le système du rolling circle. OK? Et on verra que ça peut expliquer, enfin, ça explique le passage possible de l'intégralité du génome ainsi modifié de la bactérie F+, vers une bactérie F-. En fait, on ne parle pas de bactérie F+, on parle d'une bactérie HFR. Ça, c'est important. La bactérie, je vais l'écrire en toutes lettres parce que ça, il faut que ce soit important à retenir. Hein. La souche F+ devient HFR une fois le facteur, le plasmide F, le facteur F intégré. Intégré dans le chromosome. OK? Donc, vous avez ici un rôle des séquences d'insertion. Il était plasmide. Il devient épisome. Voilà. Il est intégré à l'intérieur de l'ADN. Vous voyez ici une représentation de ce type de mécanisme. La souche HFR, là, le facteur F est en rouge, le chromosome est en bleu. Eh bien, il peut se répliquer, mais là, il ne va pas se répliquer tout seul, pas seulement le facteur F, mais il va répliquer l'intégralité, par rolling circle, l'intégralité du chromosome. Donc là, vous avez l'origine de réplication. Et puis, vous avez le rolling circle qui fonctionne, mais là, c'est tout le chromosome qui va être transféré avec différents caractères de la bactérie donneuse. Donc là, ici, vous avez un caractère vert, un orange, un bleu, un rouge. Donc, vous avez différents gènes, différents opérons, tout simplement, qui vont passer de la bactérie donneuse vers la receveuse, de la HFR vers la F-. Et ça reprend les expériences de Hayes tout à l'heure, avec une souche qui était streptomycine sensible, qui va faire passer ces caractères à une bactérie streptomycine résistante. Donc, il me semble que c'était de la bactérie B vers la bactérie A. Mais je peux me tromper, vous reverrez ça. Et ça prend un certain temps, ce genre de mécanisme. Alors, imaginez maintenant qu'on fasse la même expérience, mais qu'on casse le pont cytoplasmique en secouant les bactéries, en les secouant assez énergiquement, mais pas trop pour pas tuer les deux bactéries filles. Eh bien, vous secouez les bactéries qui ont été mises en contact après 10 minutes, vous les secouez après 17 minutes, donc vous cassez ici,
ou vous secouez après 25 minutes, vous cassez là, eh bien, vous allez avoir dans le premier cas passage seulement de 2 caractères, dans le deuxième cas passage de 3 caractères, et dans la troisième passage de 4 caractères, on va dire. Voilà. OK. Eh bien, ça permet en fait, c'est l'expérience qu'a réalisée Ice justement dans les années 50, ou Mono, pardon, je crois que c'est Mono qui a réalisé ces expériences. Et il a pu ainsi démontrer, vous avez là voilà, pardon, Jacob et Mono, bon, peu importe. Excusez-moi, donc à la fin des années 50, en 57, Jacob et Volman ont réussi à démontrer que vous aviez comme ça passage graduel de certains caractères. Alors il faut avoir compris ce graphe. Les axes sont assez faciles à comprendre. Ici, vous avez le temps, donc en minutes, et puis en ordonnée, vous avez la fréquence en pourcentage des caractères de la souche HFR qui passent vers la bactérie receveuse. Alors, par exemple, le caractère ASI-R, on le trouve peu au début dans les colonies F-, ok, mais on va le trouver de plus en plus dans les bactéries F-. Voilà. De manière, ensuite, vous avez, on va dire, 90% des bactéries initialement F- qui deviennent ASI-R. Donc, haute fréquence de recombinaison pour le caractère azide, résistance à l'azide. Puis le caractère ton R. Ton R, c'est une résistance à un deuxième toxique, je ne sais plus ce que c'est. C'est la résistance au FHT1. Voilà, vous l'avez dans le cours. Bon, on n'atteint pas les 90%, on arrive à 80%. Puis l'opéron lactose. Elles étaient lactose moins, elles deviennent lactose plus. Pareil, ça commence au bout de 20 minutes et on va dire qu'au bout de 40 minutes, elles sont toutes lactose plus, asi plus, ton plus, lactose plus. Et puis au bout de 50 minutes, elles sont asi plus, ton plus, lactose plus, enfin résistante, et galactose plus. Donc vous voyez comme ça que de manière progressive, ces 3 caractères sont passés de la souche HFR vers la souche F-. Vous avez, elles ont été mises en évidence par ces réactions. On a au final, donc, si on prolonge cette expérience au-delà de 2 heures, eh bien, une petite partie, une faible proportion des bactéries F- auront acquis la totalité des caractères de la souche HFR. D'accord? Pourquoi? Bien parce qu'on peut imaginer qu'au bout de 2 heures, eh bien, l'intégralité du chromosome est passée. Alors, pour ça, il faut que le pont soit suffisamment solide. Bref, vous imaginez, il y a quand même beaucoup d'aléas dans ce genre de transfert qui font qu'une une petite partie seulement des bactéries F- deviennent HFR. OK? Voilà. Donc, vous avez ici, et donc forcément, les HFR n'ont pas de facteur F libre. Hein, c'est ce qui est représenté ici. Donc, la distinction entre les bactéries HFR et les bactéries, entre les croisements HFR F- et F plus F-, c'est que la présence du facteur F, elle est très faible, voire peu chez les bactéries HFR, et la descendance reste F-. Parce qu'on peut imaginer que certaines HFR ont un chromosome, un facteur F qui est redevenu plasmidique. Dans ce cas-là, il y a éventuellement quelques F- qui redeviennent F+. En général, elles ne deviennent pas F+. Par contre, quand vous faites un transfert F plus F-, eh bien, la fréquence est très forte. La descendance devient forcément F+. Voilà. Et puis, les transferts de caractères changent. Quand vous avez une bactérie, un croisement F plus F-, la bactérie F- ne va acquérir que les caractères F+, du facteur F, alors que quand vous faites du HFR F-, eh bien, la bactérie F- acquiert un certain nombre de caractères de l'HFR avec une forte probabilité, forte fréquence. Voilà. Le mécanisme du transfert chromosomique, il est grosso modo semblable à celui qu'on a vu avec le facteur F tout à l'heure, mais
c'est évidemment beaucoup plus important en quantité, beaucoup plus fragile, donc il peut y avoir des ratés, évidemment. Vous avez l'exemple ici, hein. La souche F+ intègre le facteur F, elle devient HFR. HFR transfère son chromosome en entier à la bactérie F-, qui va intégrer, qui peut intégrer tout ou partie de cet ADN. Bon, bref. Après, les mécanismes sont assez variables, mais la bactérie F- va acquérir avec une forte recombinaison, une forte probabilité, une probabilité, les caractères venant de la souche F+. Voilà. Alors, les applications enfin, les conséquences pour cette receveuse. J'espère ne rien avoir oublié. L'origine. Non, on a parlé de tout ça, non. Donc 2 heures pour pouvoir faire passer l'intégralité du chromosome, hein. Une bactérie F- peut devenir à son tour une bactérie HFR. Voilà. Alors, cette méthode-là qui fait rentrer les caractères les uns après les autres, les opérants après les autres, ça permet d'établir des cartes génétiques. Donc, on voit que grâce à ces expériences, eh bien, on sait que par rapport à l'origine de transfert, eh bien, le gène de résistance à l'azide est situé devant le gène de résistance, enfin, avant le gène de résistance au FHT, puis l'opéron lactose, puis l'opéron galactose, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça a permis d'établir les cartes génétiques, les premières cartes génétiques chez les bactéries, grâce à ces expériences de conjugaison. Et puis, une toute dernière chose à dire concernant cette conjugaison, c'est qu'il peut exister des excisions anormales du facteur F, et dans ce cas, le facteur F peut intégrer, un peu comme on l'a vu, incorporer des gènes de la souche d'origine. Donc, vous imaginez là un facteur F qui s'intègre et puis qui peut s'exciser ensuite de l'ADN, mais en quittant cet ADN chromosomique, il va intégrer une partie de l'ADN de la bactérie, du chromosome bactérien. Et dans ce cas-là, il peut être capable de transférer, il devient un plasmide avec un caractère en plus. Et il peut comme ça se répandre dans la population bactérienne en apportant, par exemple, des gènes de résistance aux antibiotiques. Alors, c'est le meilleur exemple qu'on puisse trouver justement de transfert de gènes, eh bien, c'est par exemple des souches conjugatifs chez les pseudomonas. Vous avez beaucoup de pseudomonas en milieu hospitalier. Les pseudomonas sont des bactéries complètement, en général, elles sont anodines, hein, c'est des bactéries de l'environnement, les pseudomonas. Eh bien, au milieu hospitalier, elles vont acquérir des résistances aux antibiotiques, des gènes de résistance aux antibiotiques venant de souches portées par les malades, de souches d'Escherichia coli par exemple. Et puis, ces pseudomonas qui sont, elles, conjugatives, comme un grand nombre de bactéries Gram-, peuvent transférer au sein de leur population, au milieu hospitalier, eh bien, de la résistance aux antibiotiques. Alors, je parle de milieu hospitalier, mais ça peut être un milieu voilà, de l'élevage en batterie de porcs ou de vaches ou peu importe, de mammifères ou de poulets. Et là, vous avez des transferts de gènes qui vont passer, puisque vous exercez énormément de pression antibiotique, pression de sélection sur ces animaux en batterie à forte dose d'antibiotiques, mais vous avez des bactéries qui vont devenir résistantes, qui vont transférer ces antibiotiques d'une souche à l'autre, d'une espèce à l'autre, enfin, au sein de la même espèce, entre espèces. Et puis, c'est comme ça qu'apparaissent des zoonoses. Alors là, on est en plein dedans en ce moment là, avec la crise du Covid, mais il y en a déjà eu, hein, la grippe espagnole, enfin, c'est des virus, c'est un peu particulier, mais là, en ce moment, le problème, c'est les virus, mais dans quelques années, ce ne sera plus les virus, ce sera les bactéries résistantes aux antibiotiques, il y en aura partout. Et alors là, comment on va se soigner de ça? Eh bien, je ne sais pas, il y aura peut-être d'autres médicaments, peut-être les phages qui vont nous aider à nous en sortir, mais il est clair et net que ce genre d'élevage, hein, vous qui serez vétérinaire, eh bien, pensez-y, hein, c'est comme ça que on empoisonne la population mondiale, mais on la nourrit, mais on l'empoisonne. Alors, on la nourrit de cochonneries et on l'empoisonne avec des antibiotiques qui se répandent au milieu des populations animales. Voilà, ça c'était le petit mot un peu de Monsieur Rossi sur l'élevage intensif d'animaux.
Voilà, mais je pense que c'est aussi intéressant quand vous serez en entretien de réfléchir à ça avant. Il y aura beaucoup de questions qu'on pourra vous poser lors des entretiens autour des zoonoses. Voilà, ça me faisait penser à ça. Bon, j'arrête l'enregistrement. Vous avez le bilan, page 13, qui récapitule tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez des questions avant que je coupe l'enregistrement? On voit ça après. Non, ça va. Non, ça Non, va? Ouais? Ok. Bon, bah j'arrête. J'arrête comment?